Bonjour et bienvenue dans l'émission 17 de Jaf ta mère, l'émission de l'association Équité Parentale, avec aujourd'hui au programme Fabrice de l'émission 15, dont vous aurez la réaction lorsqu'il vient d'apprendre quasiment en direct le jugement de sa demande de garde alternée qui lui a été refusée. Voilà, c'est mon fils, mais on m'interdit de le voir. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Nous aurons également un entretien en 5 parties avec Pierre Durand, des permanences de Dijon, qui a un regard sur plusieurs années, de plus de 500 ou 600 histoires, dossiers, jugements, avec qui nous discuterons de l'environnement, des conflits familiaux avec enfants, des personnes qui viennent le voir et ce que son expérience, son observation pourra lui apporter. Avec la lenteur de la justice, vous êtes accusé de violence, le temps que ça soit traité, il se passe minimum un an. Tout ceci, bien sûr, après les actualités. Voilà, vous êtes sur RLP, c'est Stéphane, depuis le Périgord, en Dordogne. Avec Jaf ta mère numéro 17, c'est parti, go! Vous êtes sur RLP 102.3. Pas de retour de rencontre politique aujourd'hui. Par contre, en revanche, je peux vous annoncer le programme des émissions à venir qui est assez fabuleux. Nous recevrons le 10 juillet 2020 monsieur Jean-Pierre Winter, psychanalyste, auteur de L'avenir du père aux éditions Albin Michel. Monsieur Winter a été co-auteur avec Françoise Dolto du livre Les images, les mots, le corps chez Gallimard. Il est membre de l'école freudienne de Paris. Il a d'ailleurs passé sa thèse avec monsieur Lacan. Il est enseignant à Louvain dans les psychopathologies de l'enfant et il est surtout régulièrement interrogé par les commissions des lois de l'Assemblée et du Sénat. C'est un habitué des médias français. Nous serons très heureux de le recevoir sur RLP le 10 juillet à 20h, rediffusé le mercredi qui suit à 16h. Le 24 juillet, nous aurons un spécial Thierry Lavergne, pédopsychiatre exerçant en service public et psychanalyste en constitution privée, qui nous parlera de la petite enfance, comment rester parent, comment s'occuper de nos enfants correctement. C'est intéressant, c'est une approche très douce, très moderne, que nous verrons avec monsieur Lavergne, qui d'ailleurs nous rejoindra ensuite pour une rubrique hebdomadaire de conseils aux parents pour s'occuper des enfants et les aider à avancer, nous aider, nous entourer de notre parentalité. Et le 7 août 2020, nous aurons monsieur Jean Gabard, auteur du livre « Le féminisme et ses dérives, rendre un père à l'enfant roi », ainsi que de « Materner ou éduquer, refonder l'école », monsieur Gabard, enseignant de formation, également un habitué des plateaux télé et radio de notre pays et de la Belgique, qui sera avec nous début août pour nous donner son point de vue sur la place du père dans la société. Voilà. C'est Jaf ta mère sur RLP 102.3. Vous êtes sur RLP 102.3. Vous avez été très nombreux touchés et j'ai eu Vous avez très nombreux à être touchés et j'ai eu énormément de retours sur l'émission numéro 15 avec Fabrice, enseignant, professeur de sport, élu dans sa localité, qui se heurtait à des grosses difficultés pour accéder à son enfant et qui demandait la résidence alternée. La maîtresse avait fait d'ailleurs un signalement qui s'était mal passé parce que son fils montrait qu'il avait du mal à se séparer de son père lors des passages de bras et donc elle disait qu'un enfant qui pleure était un petit peu en danger. Les services sociaux se sont rapprochés. Évidemment, il y a un parti pris assez fort qui a été fait. L'enfant rentre en CP et donc Fabrice demandait la résidence alternée avec une école à mi-distance en CP pour pouvoir être parent et s'occuper de son enfant comme il voulait le faire, sachant qu'il est propriétaire, qu'il a une chambre pour le recevoir, qui n'est pas dysfonctionnant, qui n'est coupable de rien. Nous en avions parlé, il était sorti de l'audience, moins déprimé que d'habitude. Écoutez, il m'a appelé, quand il a eu son jugement par email, c'était à chaud,
Attention, ça pique, je vous cache pas qu'il a pris une grande claque, mais quand on reçoit un jugement qui a coûté quelques milliers d'euros de frais obligatoires non déductibles dans le paiement des pensions alimentaires et qu'on vous dit que votre gamin, non, vous pourrez pas le voir, vous pourrez pas l'éduquer, vous pourrez pas être un vrai éducant, parent, père, papa de votre gosse, autre que 2 week-ends par mois pour lui filer des glaces et marre papa. Et voilà, la réalité crue, ça fait ça. Voici maintenant le témoignage de la semaine. Mais j'étais passé avec le JAF. Et moi, c'était ça mon espérance, c'était de la résidence alternée que je demande depuis 3 ans et demi. Et là, j'apprends ce soir, j'ai tout perdu. Je demande la résidence alternée, une école à mi-distance, j'ai trouvé, et non, on maintient la résidence chez la mère parce que bon, faut pas perturber l'enfant, il rentre au CP, mais il voit pas son père, l'enfant, il est malheureux de pas voir son père. Attends, mais tu m'avais dit que t'étais tombé sur un juge homme qui t'avait écouté, tu t'es senti écouté? Mais oui, je l'avais trouvé bien, de bon sens. Oui. Alors tu as appris ça comment déjà ce soir? Alors, j'ai reçu un mail de mon avocate avec la grosse D'accord, parce que ça il faut le dire, c'est pas le tribunal qui indique aux gens ce qui se passe. Le tribunal envoie ça à l'avocat quand il a le temps, et l'avocat, quand il a lui aussi le temps, il prévient les parents, c'est ça, hein? Ouais. Donc là, t'as reçu ton email, tu l'as lu, t'as reçu le jugement, et le jugement dit non, tout à la maman, c'est ça? Voilà. Tu gardes ton week-end sur 2? Je garde ce que j'ai, un week-end sur 2 et un mercredi sur 2, ce qui ne me convient pas du tout. D'accord. Et pour aller vite, là, t'as payé combien pour ton audience? Là, je suis à 1006, je crois, de mémoire, et je dois 800 pour l'autre audience du juge pour enfants. D'accord. Donc ça me fait un 2004. Et là, à chaud, tu te sens comment, là? Je suis écœuré. Mais limite, on a envie de se foutre en l'air. J'ai envie de me foutre en l'air. Je vais pas le faire. Mais je suis écœuré, désemparé. Voilà, c'est mon fils, mais on m'interdit de le voir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne picole pas, je bois jamais d'alcool, je ne fume pas, je me drogue pas. Je suis enseignant, je suis propriétaire. Je suis pas décérébré. Putain, je veux juste m'occuper de mon fils. Mais je ne peux pas, parce qu'on est dans un pays, la France, où le père est une sourasse, où la mère, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut tabasser l'enfant, elle fait ce qu'elle veut. L'enfant lui appartient, il sort d'elle, il est à elle. C'est ça la France. Mais j'en peux plus. Je le dis, je le redis. Les types qui font une folie après des décisions comme ça, il y a peut-être 1500 pères officiellement qui se suicident après des décisions de justice abominables. Il y a des pères qui prennent une carabine, qui dégomment la mère. Je ne cautionne pas, mais je les comprends. Ils sont désemparés, les mecs. La justice, elle ne fait pas son boulot. C'est discriminant. Putain, mais je sais pas, je joue au tennis sur terre battue, la balle, elle est 1 mètre dedans, il y a qu'une trace. Et l'arbitre, il dit faute. Il dit, non, c'est faux. Je le connais, c'est mon copain, elle est faute. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'en peux plus. J'ai envie de m'enchaîner au tribunal. Je suis, mais au fond de la mine. Que je peux plus les voir, ces bonnes femmes qui ont la haine de l'homme dans le regard, qui sont là pour régler leur névrose, de détestation du père, de l'homme. C'est que des femmes qui détestent les mecs, ça se voit. C'est un scandale. Il faut être là, il faut le vivre pour comprendre, pour voir l'engrenage. Il n'y a pas d'issue, quoi. Donc c'est fini. Ce soir, j'apprends que j'ai plus de fils, quoi. Je perds mon fils. Vous êtes sur RLP 102.3. Bon, voilà, c'est une réaction à chaud, donc elle est forcément émotionnellement un petit peu vive. Hein. Je vous ai pas tout mis, j'ai un peu censuré aussi, parce que parfois Fabrice, il se sentait vraiment pas bien. Je crois qu'il va avoir quelques jours là où il faut qu'il dorme un petit peu et qu'il attende que ça passe, parce que ça fait un peu mal. Bon, c'est pas un cas isolé, hein. Vous savez, lorsqu'on ouvre des permanences, les gens qu'on reçoit sur le terrain, c'est ça. La réalité, c'est celle-là. Ce sont vraiment les configurations et les situations des parents qui viennent nous voir et nous consulter. Pour approfondir, je reçois aujourd'hui
Pierre Durand. Pierre Durand qui anime les permanences de Dijon depuis plusieurs années. Pierre qui est important dans mon histoire, hein. C'est un contact personnel, c'est quelqu'un que je connais depuis assez longtemps. C'est pour ça que je peux prendre le risque de le passer à l'antenne. Il est extrêmement crédible et vous allez voir, et c'est quelqu'un qui a un aperçu sur plusieurs centaines de dossiers, de jugements, de parcours, entre 500 et 600. Son site, c'est sospapa-fédération-21.fr. Il faut savoir qu'il est absolument indépendant. Suite aux problèmes nationaux où tout le monde a pris plus ou moins ses distances avec l'association nationale, on pouvait pas renommer les noms de domaine. Par contre, hein, donc son association est autonome, n'est pas basée sur un modèle financier. Il n'est pas en train d'essayer de vendre des permanences pour acheter un immeuble. C'est pas du tout la logique qu'il y a. Il n'est pas courtier en avocat. Par contre, il est intéressant et cette discussion que nous ferons en 5 parties et quelques pauses musicales mérite d'être entendue si vous voulez comprendre, si vous voulez avoir une analyse, un raisonnement sur cet environnement. Voilà. C'est donc Pierre Durand de Dijon sur Jave ta mère qui est l'invité de la semaine. Vous êtes sur RLP 102.3. Bonjour, nous avons avec nous aujourd'hui Pierre Durand qui tient les permanences de SOS Papa 21 à Dijon. Pierre qui est important dans mon parcours d'ailleurs, avec qui j'étais rentré en contact il y a un certain temps et que je suis heureux de pouvoir interroger. Pierre, tu es avec nous ? Oui, je suis avec vous. Voilà, donc si j'ai bien compris, tu animes les permanences depuis combien de temps, tu m'as dit ? Eh ben, ça fait 5 ans maintenant, donc que j'anime des permanences sur Dijon, où je reçois en général c'est tous les lundis, tous les jeudis. Tous les jeudis, parce qu'au début c'était le lundi, mais maintenant c'est tous les jeudis à 18h30. En fait, on reçoit les pères. Enfin, je vais pas dire les pères, je dirais les parents. Voilà, les parents qui viennent et qui ont des questions sur leur famille et puis notamment sur comment ça se passe aux affaires familiales. Voilà. D'accord. Tu as une visibilité sur combien d'histoires, combien de dossiers durant ces 5 ans ? Je considère à peu près que j'ai une centaine de dossiers par an, une centaine de personnes qui viennent. Donc ça fait déjà à peu près, depuis 5 ans, on arrive à 500 personnes qui passent. Alors sur qui on apporte soit des aides ponctuelles, soit des aides un petit peu plus appuyées pour les aider à monter leur dossier. Est-ce que tu as majoritairement des hommes ou des femmes ? Alors, du fait du nom, SOS Papa, j'ai majoritairement des hommes, mais j'ai aussi, très souvent des grands-mères et des secondes épouses. D'accord. Oui, c'est une donnée importante. Ouais. C'est une donnée importante. C'est d'ailleurs toujours amusant parce que les grands-mères c'est différent parce que c'est le côté affectif avec leurs enfants, mais les secondes épouses trouvent ce qui est ce petit côté drôle, c'est qu'elles trouvent que la justice est pas très sympathique avec leur nouveau conjoint. Elles trouvent que le système est très injuste. Ah, ça c'est aussi un de notre credo. Nous disons à Équité Parentale que le salut viendra des femmes parce que très souvent, de par la recomposition familiale, elles se rendent compte via leur nouveau conjoint de l'injustice que celui-ci peut subir effectivement. Après 5 ans de ce travail de soutien et d'appui, quelle conclusion est-ce que tu as sur la gestion des conflits familiaux avec enfants en France ? Moi je trouve qu'avec avec l'expérience, on parle souvent, parce que c'est souvent ce que les juges aux affaires familiales, les JAF, parlent de conflit parental. Mais moi je trouve que le conflit parental en fait c'est un faux sujet. C'est-à-dire qu'on va laisser chaque parent va essayer forcément d'avoir plus ou moins l'enfant, mais à partir du moment où on va donner l'enfant à un des parents, c'est justement ça qui accentue le conflit. Parce que si vous êtes sur un système de résidence alternée, chaque parent a l'enfant une semaine et vous avez plus de problème de conflit. Puisque le conflit, il ne peut pas exister puisque chacun a sa semaine, l'enfant se l'échange sans difficulté et ça fonctionne beaucoup mieux. Alors que si vous avez un des parents qui a peu l'enfant, forcément il est frustré de ne pas avoir l'enfant et ça accentue les difficultés. Donc toi aussi en fait tu confirmes le fait que rendre l'enfant en tant qu'enjeu ou mettre des enjeux financiers est un accélérateur de conflit. C'est une certitude. Dès que on rentre sur ce système-là où moi
il y a un parent finalement qui est, d'ailleurs, on appelle ça la résidence dans le code civil, mais c'est vraiment une garde. On appelle ça le parent gardien. C'est celui qui a la garde. Et finalement, il a ce pouvoir sur le parent. Alors que quand vous êtes en alterné, vous êtes égalitaire et vous avez plus cette notion de pouvoir qui intervient. Alors, dans ces quelques centaines de dossiers, de jugements et d'expertises aussi que tu as pu lire, est-ce que tu as noté des discriminations dans le traitement homme-femme de ces documents administratifs, on va dire? Enfin, est-ce que les hommes et les femmes sont traités à égalité par la machine administrative? Alors malheureusement, moi j'interviens aussi pour d'autres associations, donc j'ai des dossiers sur la France entière, donc pas que sur Dijon, mais bon, clairement, si je prends à Dijon, là où je suis le plus, la résidence alternée, elle est systématiquement refusée si la mère ne veut pas. Donc oui, effectivement, on est sur un système d'injustice, puisque quel que soit le dossier qu'on amène, si la mère dit non, vous n'aurez pas la résidence alternée. À Dijon, c'est impossible. Et pour l'avoir sur d'autres départements où j'interviens aussi, je retrouve quand même beaucoup cette tendance-là. Donc on a beaucoup de mal pour les pères à obtenir une résidence alternée quand le père la demande, parce que les pères la demandent pas toujours, mais enfin quand ils la demandent, en tout cas, il faut vraiment que la mère soit d'accord. Sinon, c'est refusé. Et est-ce que la voix du père a autant de poids que la voix de la mère de manière générale? Alors, devant les tribunaux, non. C'est sûr que le père, il est, on va dire, il est discriminé. En tout cas, il est pas entendu. Ça, c'est une certitude. Et on a beau apporter des éléments, on n'arrive pas à changer ça. Tu as des exemples? Ouais, j'ai des exemples. Ouais. J'ai un bel exemple auquel je pense. Bon, j'en ai plein où on n'accepte pas, mais je pense notamment à un jugement qui était sur une autre région d'ailleurs, où la mère était partie. Elle avait déménagé pour des raisons professionnelles, et donc le père a obtenu la garde, la résidence des deux enfants qui avaient 5 et 6 ans. Et en cours d'appel, la justice a redonné la garde à la mère en expliquant que les enfants avaient besoin de maternage. Voilà, je trouve ça, c'est un exemple qui est assez significatif. Vous avez quel âge les enfants là? Les enfants, ils devaient avoir au tout début, ils avaient 4 et 5, en appel ils avaient 5 et 6. D'accord. Donc il était bien tombé, le premier juge avait analysé la session, il avait dit madame, vous voulez partir parce que c'était parce qu'elle avait trouvé un travail là-bas, elle avait dit mais le travail que vous avez, vous auriez pu très bien l'occuper dans la ville où vous êtes actuellement, donc c'est vous qui partez, les enfants ils ont une stabilité, on les laisse où ils sont. Et en appel, besoin de maternage. Voilà. Alors, il y a un ou deux points que je voudrais qu'on aborde ensemble. Par expérience, un conflit familial qui se passe mal, en frais d'avocat, ça monte à combien? Alors, ça chiffre très vite parce que sur on va dire pour un premier traitement, on va passer une première fois devant le juge. Ça dépend si on est marié, pas marié, mais en général, chaque procédure, vous êtes pas loin, vous êtes entre 1500 et 2000 euros. Donc, ça se passe pas bien, on ressaisit, on arrive facilement aux 10 000 euros, au final. Ça chiffre très vite. Ouais, ça chiffre très très vite. Très vite, ouais. Ouais, moi j'en ai un certain nombre qui sont à beaucoup plus que ça, qui sont montés à beaucoup plus que ça. Est-ce que plus les procédures vont durer, plus ça chiffre. Bien sûr.
Est-ce que tu as noté beaucoup de gens que je ressens en permanence ici, moi à Périgueux, et aussi dans mon circuit personnel, les gens avec qui je parle se plaignent de voir arriver des dossiers avec des pères qui payent des pensions alimentaires et qui ont des restes à vivre très petits. Par expérience, est-ce que tu as constaté cela aussi? Alors, moi, j'ai quelques dossiers où effectivement, il y a eu où les gens, effectivement, il leur reste pas grand-chose pour vivre. En général, les juges, ils se contentent d'appliquer. Il y a une grille, en fait, il y a une table de référence du ministère de la Justice, qui normalement n'est qu'une table de référence, donc qui devrait servir juste dessus d'aide, en gros, mais systématiquement, ils appliquent la grille, en fait. Vous avez une grille, vous gagnez tant, et puis vous êtes amené à payer tant, quoi, voilà. Donc il reste, on peut pas dire qu'il y ait rien, quoi. Voilà. Ça peut arriver qu'il y ait vraiment des grosses difficultés financières, c'est quand les gens sont mariés et qu'il y a il y a une maison commune, une maison familiale, et que là par contre ils sont condamnés à rembourser le crédit de la maison, le temps du divorce, et qu'en plus ils payent une pension. Alors là effectivement il leur reste pas grand chose. Mais c'est des cas un petit peu particuliers. Ouais, non mais je comprends, surtout que je crois que les frais d'avocat ne sont pas déductibles du calcul des pensions alimentaires et du reste à vivre. Ah non, les avocats c'est toujours en bonus. Hein. Ouais. Ça, donc, quand on a des sommes assez extravagantes à payer, assez énormes, qui ne sont pas déduites, qui sont considérées comme des frais de loisirs en fait, hein, par les grilles. Hein. Après, on se retrouve avec des restes à vivre qui sont petits. Oui, c'est ça. Mais bon, il faut savoir que avant cette fameuse table de référence, chaque tribunal, on pouvait avoir des écarts énormes. C'est-à-dire que quand t'as un tribunal, vous étiez condamné, parce qu'on est condamné, à payer 100 € par enfant, puis le tribunal d'à côté vous condamne à 300. L'avantage de cette table de référence, c'est que ça a quand même un petit peu uniformisé les montants au niveau de la France. Oui, d'ailleurs, on avait l'ambition de faire une automatisation via la CAF et ça n'a pas été possible. C'est-à-dire que l'automatisation par la CAF, ça serait illégal, puisque par définition, il faut appliquer le code civil. Le code civil, il dit lui, on doit tenir compte de la situation des deux parents. Donc, on analyse la situation et à ce moment-là, on attribue une pension. Si on peut l'automatiser, à ce moment-là, on peut supprimer les juges. Il y a plus d'injustice puisque c'est un simple calcul. Donc, ce que demande le code civil. Et puis nous, ce qu'on attend en tant que citoyen, c'est qu'on ait un juge qui décide de manière objective. Sinon, on est un simple robot à la place. C'est une question de point de vue. Beaucoup de gens militent pour la déjudiciarisation et l'automatisation de ce qui est automatisable, justement pour empêcher le parti pris idéologique qui peut parfois avoir lieu par la justice. Alors, ça, je vois ce qui peut être dit là-dessus, mais il y a un moment, il faut aussi qu'il y ait quand même une touche personnelle. Il y a des choses qu'on peut faire sans la justice. La preuve, sous l'ancienne présidence de François Hollande, il a permis à ce qu'on puisse divorcer quand on est d'accord, sans juge. Donc on a éliminé la partie judiciaire. Mais à partir du moment où les personnes ne sont pas d'accord, il faut bien qu'il y ait un juge qui analyse les demandes des deux parties et qui tranche. Après, c'est vrai que si ils ont un parti pris, ça c'est un autre problème. Oui, il fait beaucoup de militants, notamment pour la résidence alternée par défaut. Si jamais ces projets aboutissent, le juge n'aura plus d'utilité vu que il y aura résidence alternée par défaut. Je sais moi je suis un peu plus sceptique là-dessus parce qu'on voudrait effectivement qu'on mette la résidence alternée par défaut. Mais aujourd'hui, le code civil, il permet déjà la résidence alternée. Oui, tu viens de dire qu'on n'arrive pas à l'avoir si la mère n'est pas d'accord. Moi, je suis pas sûr, parce qu'aujourd'hui, même si on l'automatisait, parce qu'on a des gens qui vont, des juges qui vont détourner le système, hein, comme tu le dis, en disant, on n'arrive pas à l'obtenir. Donc aujourd'hui, même si on dit aujourd'hui la résidence alternée, c'est la base, c'est obligatoire, et par contre, si vous refusez, parce que c'est l'idée, on va mettre en position et dire, c'est obligatoire, mais si vous refusez, vous devez motiver pourquoi vous refusez. Or, les motifs de refus qui sont aujourd'hui, les juges, ils vont réutiliser les mêmes motifs de refus. Parce qu'en gros, on tourne sur 3 motifs de refus systématiques pour les résidences alternées. Oui, bien sûr, bien sûr. D'où le... Donc, voilà, donc on peut pas tout imposer, quoi. Donc, il y a un moment, soit on dit vraiment c'est que alterné, puis il n'y a pas d'autre choix, mais si on ouvre une porte de sortie, on n'y arrivera pas.
Parce que systématiquement, alors c'est vrai que ça aura un côté plus contraignant, mais moi je suis pas sûr moi je crois pas qu'il faille modifier la loi. Moi je pense que la loi, parce qu'on veut toujours, dès qu'il y a un souci dans notre pays, on veut toujours modifier la loi. Mais la loi aujourd'hui, elle est là, le code civil, il est là, il faut juste qu'il soit appliqué. Après, on va rebondir sur les discussions qu'on a eues. À ce compte-là, la loi, effectivement, est présente. On demande à ce qu'elle soit appliquée. Mais que penses-tu, toi, de l'état de la justice actuellement en France? C'est-à-dire l'État. T'as confiance en la justice? Elle fait son travail correctement? Ah non, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on est sur le cas spécifique des affaires familiales. Il y a peut-être d'autres domaines où ça fonctionne bien. Enfin, quoi que ça reste à discuter quand on voit quelques affaires politiques en cours et c'est là. Non, on a une justice qui fonctionne effectivement pas très bien, mais je pense aussi que c'est une volonté politique que ça fonctionne pas très bien, la justice. Ah, tu penses que c'est volontaire, toi? Ah bah oui, parce que quand on est à ce niveau-là, je vais donner un exemple, parce que celui qui écoute, il va se dire mais pourquoi il dit ça? Aujourd'hui, à Dijon, vous avez besoin, vous vous séparez, vous saisissez le juge, vous allez passer dans 1 an. Vous avez 1 an de délai. D'accord. Chez vous, c'est 1 an. D'accord. Chez vous, c'est 1 an. D'accord. Quand on est à 1 an de délai, c'est que c'est organisé. Enfin, je veux dire, c'est que c'est voulu. On peut pas imaginer 1 an de délai, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Avec des enfants en bas âge et des sujets brûlants. Voilà, on peut pas rester sur des délais aussi longs. Donc tu comprends bien quand même qu'il y a certaines personnes qui veulent automatiser pour se passer de ces délais. On l'a fait avec le divorce sans juge. Moi je pense que je vais faire un parallèle un peu avec, justement, puisqu'on parle d'égalité, je prends souvent cet exemple-là, on parle de l'égalité homme-femme en politique. Et on a dit on va faire des lois pour que ça soit égalitaire hommes et femmes en politique. Et puis on s'est rendu compte qu'on n'y arrivait pas parce que finalement les femmes, elles avaient jamais les postes, on les mettait jamais. Moi je pense qu'il faut faire comme on a fait pour les femmes en politique, il faut mettre des quotas. Ça semble c'est un peu fort, mais il faut mettre des quotas. Vous avez des quotas, vous n'avez pas le choix, on met des quotas. Et là ça va fonctionner parce que on va enlever cette espèce d'arbitraire qui existe. Alors ça fait peut-être un peu fort de parler de quotas, mais non, mais on va rappeler à tout le monde qu'actuellement, en cas de désaccord sur les modalités de garde, le père a entre 7 et 8% de droits de garde et que cela comprend les adolescents qui imposent leur volonté et les cas où la mère est véritablement déficiente. C'est-à-dire en cas de différence d'avis sur les modalités, on n'a absolument jamais la garde. Alors que la Constitution, vers l'article 1, impose l'égalité homme-femme, et nous devrions être vers un 50-50 ou au moins un 60-40, on va rajouter à ça qu'il est extrêmement difficile d'avoir les statistiques. La justice fait tout ce qu'elle peut pour ne pas publier les statistiques, et même des projets de loi arrivent pour nous empêcher d'avoir ces statistiques, ce qui complique encore plus l'analyse du cas. Mais oui, effectivement, on n'est pas dans une logique de résultat de traitement égalitaire. Peut-être que le quota, la discrimination positive, on va dire, dans le domaine familial, pousserait plus. Faudrait bouger les lignes, oui. Il y avait eu il y avait un projet de loi qui disait, on va mettre par défaut, parce qu'on peut pas dire, on va donner la résidence alternée à tout le monde, parce qu'il y a des parents qui ne la veulent pas. Ils peuvent pas parce que la père travaille, la mère travaille, elles peuvent pas être en alternée. Donc on peut pas dire automatiquement tout le monde a la résidence alternée. Ça correspondrait pas aux situations. Non, nous on demande qu'on mette la RA, la résidence alternée, si l'un des deux parents en fait la demande. Voilà, mais c'est ce qu'ils avaient prévu dans ce projet de loi. Non, on met par défaut, si un des deux parents fait la demande, la résidence alternée. Et ça peut être refusé
pour motif, si le juge refuse, il doit motiver. Mais c'est ce qui a marqué dans les débats de la loi de Ségolène Royal de 2002. Hein. Il était indiqué une volonté de proposer l'AERA par défaut. Ça n'a jamais été appliqué, mais là où tu as raison, c'est que la loi le demandait au départ. Voilà, mais même si on mettait cette loi aujourd'hui, comme motif, il y aurait toujours la même raison, parce que moi les motifs, je les connais par cœur de refus. Hein. C'est l'enfant est trop jeune. Il est trop jeune. L'enfant est trop jeune. Bon, il est trop jeune jusqu'à 8 ans. Hein. Bon, ça va. Après, il est trop vieux. Voilà, conflit parental. Le conflit parental, voilà. Bon, et puis la distance géographique, là, ça peut se comprendre, puisque si vous habitez loin, c'est plus difficile. Mais bon, voilà. Donc, on va toujours retourner enfant trop jeune, enfant trop vieux, et conflit parental. Donc, elle sera systématiquement, on reviendra sur la même chose. Donc, à un moment, quand on est à tel niveau, parce que moi, je dis à Dijon, si la mère veut pas, c'est impossible la résidence alternée. Quand on a un tel niveau de discrimination, il faut mettre des quotas. Ça semble peut-être fort, mais peut-être que c'est peut-être encore... mais il faut vraiment... ou alors il faut dire, s'il y en a un qui demande, le juge ne peut pas refuser. C'est notre ligne, hein. J'entends ce que tu dis, mais effectivement, nous, on demande que si l'un des deux on demande à ce qu'il y ait l'AERA, et que celui des deux parents qui ne respecte pas les droits de l'autre perde ses droits. On demande ça avec une difficulté à faire bouger l'enfant pour éviter justement qu'on s'éloigne volontairement, pour éviter justement que l'autre parent demande l'AERA. C'est ça. Et ça, c'est... Enfin, moi, je pense à... Parce que tu voulais un cas, je pense à un cas qui m'a marqué. C'était pareil, c'était séparé, et ils habitaient quasiment à côté. Hein, donc ils étaient à 1 kilomètre l'un de l'autre. Et lui, donc, il demande la résidence alternée. Son fils devait avoir 8 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Et lui, il s'était remis avec une femme qui avait une fille. Et par contre, qui était pas en alterné, puisque le père était commercial et il pouvait apprendre qu'un week-end sur 2. Et donc lui, il ressaisit le tribunal en disant, regardez, maintenant j'ai une vie de famille, j'ai une nouvelle femme, sa fille elle a 10 ans, et ben on lui a refusé la résidence alternée. Et il a dit, mais moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Moi, mon fils, je peux pas l'élever, par contre, je peux élever ma fille, je peux élever la fille de ma nouvelle femme. Je peux m'en occuper tous les jours, mais par contre, mon fils, je peux pas m'en occuper. Ah ouais. Et bon, donc il y a un moment, il faudrait peut-être, pour reprendre ce que tu dis, c'est si un des deux parents la demande, on peut pas refuser du tout, parce que si on met pas, parce que systématiquement ils vont nous dire conflit parental, enfant trop jeune, enfant trop petit, enfant perturbé. Là l'excuse c'est que l'enfant ça allait le perturber, il avait 10 ans. Hein, voilà. Oui, enfin à 10 ans, bon, ok. On va changer de sujet. Je voudrais te demander ton avis, toi. Est-ce que depuis les 5 dernières années, tu as vu un accroissement des dénonciations calomnieuses dans les conflits compliqués? Alors moi j'ai ça, effectivement. J'ai eu il y a 2-3 ans, c'était voilà, faut prendre ça quand même, bon, sans trop rire, mais j'avais il y a 2-3 ans, quasiment c'était pas la violence, c'était les attouchements. Donc j'avais toutes les semaines des pères qui étaient accusés d'attouchement. Mais vraiment toutes les semaines, quoi, toutes les semaines. Et ça c'était il y a 2-3 ans. Et depuis 2 ans, ça s'est complètement inversé. C'est-à-dire que je n'ai depuis 2 ans plus aucun cas d'attouchement, plus aucun. Par contre, c'est la violence. La mode, c'est la violence. Donc on accuse le père d'être violent.
Alors il y a des cas où c'est sûrement vrai, hein, mais voilà, moi c'est vraiment la mode. On est passé de l'attouchement à la violence. Est-ce que tu vois une corrélation entre le message des médias et les accusations qui viennent en fait dans les dossiers? Moi je pense qu'effectivement il y a un lien, et puis il y a des associations aussi qui sont un peu spécialisées là-dedans, et puis qui poussent un peu l'autre parent à dire regarde, il suffit que tu accuses l'autre parent de violence, et puis tu auras tout ce que tu veux. Et puis la difficulté là-dedans, c'est que c'est toujours très difficile de faire la part du vrai et du faux quand les enfants sont jeunes, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment des violences? Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Et puis, en attendant, avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec la lenteur de la justice, vous êtes accusé de violence, le temps que ça soit traité, il se passe minimum un an. Oui, puis les enfants grandissent, il y a des appels, des éloignements, on arrête de les voir. Et puis si, moi j'ai des parents, quand ils sont accusés de violence, je leur dis, là votre ou vos enfants, vous les reverrez pas pendant un an. Ouais, parce qu'on est tombé de l'événement. L'accusation suffit à interrompre les droits. Qu'est-ce que tu penses de l'action de personnalités politiques dans justement, parce que je veux dire, est-ce que ces ministères soi-disant d'égalité hommes-femmes, femmes-hommes nous ont vraiment aidés, nous, dans l'accompagnement des dossiers familiaux? Pour l'instant, en tout cas, sur ce qui est des affaires familiales, c'est en tout cas pas une priorité. Voilà. Et moi, je trouve que la situation n'avance pas, comme ça a pu l'être. Je pense que sur les 10 dernières années, ça a pas avancé. La dernière loi, elle remonte à, je crois que c'est 1980, le code civil. Et puis depuis, il n'y a pas eu grand chose. On n'avance pas. Non. Ça reste la même chose. Ça reste cette espèce de priorisation à la mère. On espère que ça va évoluer, mais pour l'instant, je vois rien qui va dans ce sens-là, en tout cas. Alors, la conséquence de ces nombreuses calomnies et des associations qui viennent se greffer sur les conflits familiaux, ce sont parfois les interventions des services sociaux, parfois associatifs, avec délégations de services d'État. Est-ce que vous aussi, à Dijon, vous avez des organisations qui font de l'argent sur les conflits et la misère, en fait, les problèmes des parents qui viennent te voir? Alors à Dijon, effectivement, quand il y a des situations de tension ou de danger, là ça passe plus par le juge des enfants. Et effectivement, il y a une association qu'on retrouve tout le temps, qui derrière, à qui on attribue systématiquement les suivis. Alors je sais pas s'il y a vraiment des conflits financiers avec ou pas, mais en tout cas c'est toujours eux qu'on voit. Voilà. Donc je saurais pas dire après comment est passé le marché, parce que ça doit être un marché là-dessus. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais ça fait très très longtemps que c'est la même association qui a le marché en tout cas. D'accord. Ça représente des sommes assez importantes, je crois, non? Je pense que ça doit représenter des sacrées sommes, oui, parce que entre tous les suivis éducatifs et tout ça, oui, c'est... Tiens, d'ailleurs, cette association, est-ce qu'elle est pour la paix des ménages, la paix des peuples, ou est-ce qu'elle promeut la médiation, ou est-ce que lorsqu'elle commence à intervenir, c'est plus compliqué pour les gens que tu suis, toi? Moi, les gens que je suis, voilà, pour eux, ça a été plus difficile, parce que ça rajoute un intervenant qui, en général, a un parti pris. Donc, ça les a pas beaucoup aidés. Tu as constaté un parti pris de la part des services sociaux et éducatifs qui interviennent, oui, énorme. Il y a un gros parti pris, ouais. Il y a un gros parti pris, ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est un gros parti pris qui est en faveur de la mère, qui revient sur la mère. On est plus là pour l'aider. Voilà, moi quand tu parles de violence, moi je pense à un cas précis. C'est quelqu'un, lui, pour une fois c'est inversé. C'est pas lui qui avait les enfants au départ, il était lui accusé de violence. Et ils avaient 4 enfants, 3 garçons, une fille. Et finalement on s'est rendu compte que la violence, c'était pas lui. Et on lui a confié d'abord les 2 grands. Et puis un an après on lui a confié le 3e. Et un an après on lui a confié le 4e. C'est-à-dire qu'on lui a donné les enfants, j'allais dire morceau par morceau, quoi. Et tout ça avec des suivis éducatifs, etc. Et maintenant, on en est au stade, il s'est quand même passé, ça lui a coûté une fortune, et à force de jugement. Et aujourd'hui, c'est forcément lui qui a la résidence, et puis la mère, elle a même plus le droit de visite.
Parce qu'elle a été acquis qu'elle avait menti? Bah, ça a été acquis qu'en fait les violences, oui, c'est elle qui les fait, quoi. Ouais. Mais les services sociaux, ils ont tout fait pour maintenir les enfants chez la mère, quoi. Mais bon, il y avait, au bout d'un moment, il y avait une telle pression des enfants qu'ils n'ont pas réussi. Donc ils étaient pas forcément là pour aider les enfants, quoi. C'est quand même dommage. Donc en cas de dénonciation calomnieuse ou en cas de déficience de la mère, on a beaucoup de problèmes à confier la garde des enfants au père. C'est ça en fait. C'est exactement ça. Et ils ont même des fois tendance à dire on va placer les enfants plutôt que de les donner au père. Oui, c'est ce qu'on voit avec Arnaud, et c'est effectivement une conclusion à laquelle nous aussi on est arrivé. Si la mère est déficiente, les enfants vont finir placés à l'ASE, dans les foyers, avec tout ce que ça peut signifier, et ce sera très compliqué pour le père de les avoir pour lui. Hein. Comment t'expliques cela ? Bah, je pense que c'est toujours pareil, c'est un système, on fonctionne un peu par habitude, hein, on est resté sur ce système un peu moi je dirais patriarcal, où finalement le père, lui, il va travailler, puis il y a la mère à la maison qui s'occupe des enfants, on est resté sur ce système un peu archaïque. Qui ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui d'ailleurs, hein. Bah, qui correspond plus du tout à la réalité d'aujourd'hui, hein, puisqu'aujourd'hui, les pères, les parents, j'allais dire, hein, ils sont investis dans l'éducation de leurs enfants, hein, voilà, chacun participe, alors plus ou moins, mais en tout cas, chacun participe, donc ça a complètement changé, mais on est resté sur cette vision un peu des années, 30-40 peut-être, hein, ça a beaucoup évolué depuis, mais effectivement, les mentalités ont du mal à changer. Quel est ton regard sur la situation en France des diverses associations qui interviennent dans les conflits familiaux? Il y en a plusieurs, hein. Il y a SOS Papa que tu as dû forcément fréquenter à une époque, hein, vu le nom de ton site internet, et les autres que tu as vu passer, je pense que tu t'y intéresses depuis plusieurs années. Qu'est-ce que tu penses de cet écosystème? Quel est ton avis, en fait? Alors les associations, après, les associations, ça peut sont par définition là pour aider. C'est vrai que moi j'ai un petit peu de mal avec le côté adhésion, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui vont vous dire, écoutez, venez chez nous, venez chez nous, adhérez, et si vous n'adhérez pas, vous n'aurez pas de service. En gros, si vous voulez avoir un avocat, des renseignements, il faut adhérer. Moi, je suis pas trop sur cette approche-là, parce que je trouve que une association, on peut se débrouiller sans forcément beaucoup de moyens, et faire payer des pères, ou des parents d'ailleurs, hein, qui sont en situation de séparation, en difficulté financière. Voilà, je suis pas sûr que le fait de les faire payer 100 ou 150, 100 ou 150 euros pour une adhésion, ça va beaucoup les aider. Oui, c'est ça qu'il il faut contextualiser. Tu parles d'associations qui facturent 130, 150 euros quasiment le droit de te présenter un avocat ou de te répondre à tes questions. C'est ça, hein. C'est assez cher quand même, hein. Moi, je trouve ça cher. Surtout, pour avoir le nom d'un avocat, pour avoir soi-disant le nom d'un bon avocat. Mais il faut prendre conscience que c'est pas, et ça, moi je l'explique tout le temps, hein, c'est pas l'avocat qui fera votre dossier. L'avocat, vous allez lui amener des éléments, des documents, et puis avec ça, il va faire votre dossier. Mais c'est pas lui qui va créer votre dossier de A à Z. Bien sûr. Il faut pas rêver, hein. Voilà, un avocat, il facture, et il peut pas passer des heures et des heures à chercher quel élément il va trouver pour vous sauver. Donc c'est à vous de faire ce travail-là. Et je dis pas que toutes les associations sont là pour faire des adhésions, mais voilà, faut regarder un petit peu. Puis je pense que le mieux c'est d'aller sur place. Après tout, normalement il y a des permanences qui sont ouvertes, il faut écouter un peu ce que les gens disent, et puis ça permet peut-être de se donner une première idée. Toi, tu as constaté que dans ce secteur qui est déséquilibré, où donc il y a un peu de souffrance et de demande, il y a du business et des gens qui en profitent? Moi je constate qu'il y a des gens qui en profitent, ouais, bien sûr. Parce que moi ça m'arrive d'avoir des bons. Moi j'ai pas ce souci là, puisque moi sur le site
Les gens peuvent aller voir, il n'y a pas d'adhésion. Donc il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas le côté financier. Donc on n'a pas ce souci-là. Mais oui, vous allez, parce que vous êtes en recherche, vous avez besoin d'aide, et vous allez dans certaines associations, et puis là il y a ce côté adhérer, et puis on vous renseignera. Moi je pense qu'on doit d'abord pouvoir renseigner la personne, et puis si vraiment elle a envie d'adhérer, elle adhère, mais c'est pas la finalité. Mais bon, c'est ma vision à moi, quoi. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Pierre Durand, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter avant la fin de cette interview? Non, je pense qu'on a dit l'essentiel. Voilà, on continue nous moi j'interviens comme j'ai expliqué plus pour aider sur le côté juridique, pour monter les dossiers. Après il y a aussi toutes les actions qui sont faites par d'autres associations dont on n'a pas parlé, où là ils rencontrent un peu les élus, les sénateurs, les politiques pour essayer justement de faire modifier la loi, ce qui à mon avis est l'avenir, quoi, qu'on arrive un petit peu à faire parce que ça avance un petit peu au niveau de la loi, au niveau de la justice, et qu'on tienne plus compte des pairs. Parce que moi, finalement, je fais que du palliatif. Oui, c'est ça, nous faisons du curatif et du palliatif. Moi, j'essaie de montrer, je fais de la démonstration de la communication, mais autrement, sur le terrain, on est limité au curatif. Mais est-ce que tu es optimiste, alors qu'on est assez nombreux à se dire qu'on n'aura rien sur cette législature? Est-ce que toi, comment tu vois l'avenir, toi, de ce secteur? En tout cas, pour l'instant, sous cette législature, c'est pas la priorité, donc il y a rien qui va changer pour les 2 prochaines années. Celle d'avant, Hollande avait quand même fait le divorce sans juge, qui à mon avis est un bon point, parce que ça permet quand même d'accélérer beaucoup les choses. Là, il n'y a rien, à ma connaissance, qui est dans les tuyaux, et puis les quelques projets de loi qui avaient été proposés, ils ont tous été bloqués. Donc les 2 prochaines années, on va rester sur le fonctionnement qu'on a aujourd'hui. Okay. Puis pour l'avenir, on ne sait pas en fonction de qui pourra être élu et quelle sensibilité il aura. Ok. Écoute, merci Pierre, merci beaucoup. Et puis merci pour ton travail, pour les gens que tu accompagnes dans ton secteur, et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Vous êtes sur RLP 102.3. Feelings come and go. I've never known something longs to grow. Won't let go. Spirits around my head are whispering. I turn inside instead of wandering. Deep inside of me, I know there's got to be a different kind of truth that sets the spirit free. If I don't wanna know what's written inside me, how could I see anything? How could I be anything? Restless minds have searched long before. The truth will be the same forevermore. The mightiness of trees that you can feel can give you all you need. Just listen still. Here is love and then his pain is all around, is all the same. There's nothing new that I could tell to you. But still there is the universe inside of us that never bursts. We might not know the meaning yet, but I am sure we can reject the truth that is in everything that is and has been and will be.
There is a long way to go. There is a high place to know. There is a world to go through, but there's so much more to do until come and go. I've never known. L'appel du cœur dans la nuit, dans cette France du début du XXIe siècle, pour tant de gens et tant de personnes. C'était Jaf ta mère numéro 17 avec Stéphane. La semaine prochaine, nous aurons l'honneur de recevoir monsieur Jean-Pierre Winter pour un entretien exclusif sur RLP. N'oubliez pas le site web équitéparental.com avec plein de jolies affiches à imprimer et à envoyer à tous les gros méchants qui le méritent. Tout le monde ne le mérite pas, mais si vous estimez que quelqu'un le mérite, envoyez-lui nos petites affiches qui les rappellera à l'ordre. Le blog sospapa24.com, comme j'ai expliqué, on a tous pris nos distances avec Paris, mais on peut pas renommer les noms de domaine, c'est compliqué. Mais l'association Équité Parentale est très très distincte de ce qui se passe là-bas. Et les groupes Facebook Association Équité Parentale pour le groupe national et les déclinaisons Relais 24 Actions, Relais 64 Actions, Relais 95 Actions, etc. pour chaque département français. C'était Stéphane sur RLP, je vous dis à bientôt, soyez sages, ciao ciao. Papa!